Soyez les bienvenus sur LMTV Sarthe en ce mercredi 22 novembre pour votre rendez-vous quotidien, au quotidien justement avec Anthony Piton ce soir. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. On se retrouve dans un instant pour l'info avec votre invité. Oui, on va parler de la situation des petites et moyennes entreprises aujourd'hui avec Léonard Prunier, le président de la FEF, la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France. Puis à 18h45, dans la suite, nous recevrons deux étudiantes infirmières. Elles s'apprêtent dans quelques mois à partir en stage au Sénégal. Elles nous expliqueront leur projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par message WhatsApp au 0670 672 792. Tout de suite, place à l'actualité du jour. Et au sommaire de votre JT, un effet centenaire considérable. C'est le résultat d'une étude sur le public des 24 heures présentée ce mercredi par l'ACO. 430 000 personnes sont venues au moins une fois sur le circuit lors du centenaire. L'ultra haut débit arrive en Sarthe. Terra Alpha, filiale de SNCF Réseau, a retenu notre département pour l'une de ses toutes premières implantations. Et puis à l'église La Couture du Mans, on a suivi le travail de deux restauratrices d'art qui luttent contre les outrages du temps sur un tableau du 19e siècle. Mais on ouvre ce JT avec l'interpellation des auteurs d'une agression commise en août dernier à Sillé-le-Guillaume. Oui, c'était les 14 et 16 août dernier. Plusieurs individus avaient agressé des membres d'une même famille à Sillé-le-Guillaume. Ils avaient aussi causé des dégradations sur l'habitation en tentant de s'y introduire. Deux voisins qui avaient décidé d'intervenir ont aussi été pris à partie et violemment agressés. Lundi, 3 personnes résidant au nord du département de la Sarthe, dont un père et son fils, ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils ont reconnu les faits et seront convoqués devant la justice en février 2024. Le centenaire des 24 heures du Mans a attiré 325 000 spectateurs. Mais en comptant les moins de 16 ans et ceux qui travaillent sur le circuit, plus de 430 000 personnes ont été recensées en juin dernier pendant l'événement. L'ACO ainsi que le département et Sarthe Tourisme présentaient ce mercredi une étude précise de la typologie des spectateurs qui ont assisté au centenaire. Un moyen de faire un bilan sur le public, mais aussi de se projeter sur l'avenir. Reportage de Colin Ancel. Du monde et encore du monde. L'édition 2023 des 24 heures a réuni une audience record. 432 000 personnes uniques se sont rendues sur le circuit. Parmi elles, un Sartois sur 5 est venu au moins une fois dans la semaine. Les étrangers représentent tout de même un tiers de l'affluence globale. On a vu qu'on avait 30% d'étrangers, avec évidemment toujours les Anglais qui sont en tête. Mais après, on a eu beaucoup d'Américains cette année, c'est une première. On a eu plus de Japonais, on a eu plus d'Italiens. Donc 30% de spectateurs étrangers, ça veut dire des retombées économiques importantes pour l'ensemble de la région. Parce qu'un spectateur venu d'ailleurs, et notamment un Américain qui assiste aux 24 heures, n'hésite pas à mettre la main à la poche. Alors l'augmentation de ces étrangers de 60% entre 2022 et 2023 est une véritable aubaine pour le tourisme sartois. À travers cette course, à travers cette manifestation, il y a bien sûr les retombées économiques, mais aussi la capacité de faire briller le département, de communiquer à l'extérieur dans de nombreux pays du monde où la ville et le département sont reconnus grâce à la course. Et on a encore une marge de manœuvre parce que même si nous sommes contents, la Sarthe n'a pas encore, si vous voulez, n'est pas encore reconnue au niveau touristique tel que nous le voudrions. Le tourisme du territoire est encore profondément lié aux activités du circuit et notamment à cette semaine des 24 heures. Ce qu'on peut dire, c'est que les nuitées touristiques générées par les 24 heures, sur l'année 2023, donc du 1er janvier au 22 novembre, ça représente environ 8% des nuitées touristiques. Ce qui est considérable pour un événement qui dure une semaine effectivement. L'ACO prône un spectacle familial et c'est sur ces cibles que l'organisateur de l'événement compte continuer de se développer. Ce qui est important, c'est de continuer à attirer plus de jeunes. C'était le cas l'année dernière, ça sera, j'espère, le cas cette année, et attirer de plus en plus une population féminine. Réponse dans un an, une étude de l'édition 2024 est déjà prévue. L'échantillon observé risque d'être aussi élevé. La semaine de course se déroulera encore une fois à guichet fermé. C'est un nouveau réseau ultra haut débit qui arrive en Sarthe. L'entreprise Terra Alpha, filiale de SNCF Réseau, développe à travers le territoire l'ultra haut débit. La Sarthe est l'une des premières implantations départementales. La particularité, c'est le long des voies ferrées que les fibres optiques sont posées, ce qui permet une faible latence. C'est un réseau alternatif au service des entreprises, des acteurs publics et des opérateurs. Mais alors, qu'est-ce que cela va changer? Écoutez le directeur général de Terra Alpha, Gabriel Chenevoix.
On va retrouver les usages un peu classiques, si j'ose dire, que vont être la 5G. Mais on voit apparaître des exigences, des besoins autour de l'intelligence artificielle, de la capacité à répliquer des services informatiques entre data centers de proximité, donc faire en sorte d'avoir les mêmes données quasiment au même moment dans 2 endroits différents, très utile si jamais il y en a un des deux qui est injoignable. Et puis dans le futur, la télémédecine, le véhicule autonome vont exiger des latences très faibles. Et Terra Alpha sera très heureux de pouvoir y contribuer. Notre invité de ce soir est Léonard Prunier, le président de la Fédération des entreprises et des entrepreneurs de France. Bonsoir Léonard Prunier, merci d'être avec nous. Bonsoir. Comment se portent les PME déjà? J'ai envie de vous demander en cette période d'inflation. Les PME, je dirais les PME qui travaillent avec la grande distribution souffrent comme elles subissent l'inflation, mais comme tous les particuliers. C'est vraiment un tsunami qui s'est abattu sur nos entreprises et on voit la difficulté qu'ont nos entreprises à répercuter les augmentations de coûts qu'elles ont. Donc leurs résultats baissent et ça c'est préoccupant pour l'avenir. Après, il y a aussi des signes d'optimisme, parce qu'on voit au niveau de la FEF. La FEF représente les entreprises, PME et ce qu'on appelle les ETI, les entreprises intermédiaires, donc au-dessus de 50 millions et on va dire jusqu'à 350 millions de chiffre d'affaires qui traquent la distribution. Et toutes ces entreprises continuent quand même à embaucher. On voit que l'année dernière, elles ont augmenté de 3% leurs effectifs, elles ont continué à investir. Donc ça veut dire que les dirigeants restent optimistes et ont une vision d'avenir, mais à court terme, les entreprises sont en difficulté. Est-ce que ça reste rentable pourtant, malgré le contexte pour ces entreprises? Aujourd'hui, non, on voit que 30% de nos entreprises sont déficitaires l'année dernière. On est passé de 23% d'entreprises déficitaires à 30%, donc ce qui fait quasiment un tiers. Cette année, les frais ont continué à augmenter. L'énergie, cette année, dans nos entreprises, c'est 49% d'augmentation. La matière, ce qu'on appelle la matière agricole, c'est plus 9%, et ce qui est consécutif aux hausses des autres années. Donc, non, pour l'instant, les entreprises ont besoin de continuer à répercuter et ne voient pas leur prix de revient baisser de manière significative. Alors les négociations entre les industriels et la grande distribution ont été avancées à la demande du gouvernement. Quel est l'impact de cet avancement des négociations sur les PME ? Le ministre Bruno Le Maire a souhaité avancer les négociations en espérant faire baisser les prix de vente aux consommateurs. Donc nous, au niveau de la fédération, on s'est fortement mobilisé parce qu'on sait que dans ce cycle annuel de négociation, il est fondamental que nos entreprises négocient en premier pour être sûr d'avoir accès au linéaire. Donc nos entreprises devront avoir négocié avant le 15 janvier. Donc il reste un mois, même pas 2 mois, donc c'est très très rapide. Donc ça va tous nous obliger à aller vite, à être réactifs et je dirais à aller à l'essentiel, ce qui est le produit. Parce que vous craignez de passer après les grandes entreprises, les multinationales ? Ah oui, ça c'était un vrai danger et on a été tout de suite entendu par la ministre Olivia Grégoire quand on lui a dit que nous on devait passer avant et les distributeurs en conviennent. En fait, le combat il se fait, je dirais, sur la place en linéaire. Donc il y a un besoin d'avoir accès au linéaire pour pouvoir vendre nos produits. Donc c'est pour ça et historiquement les entreprises PME sont toujours négociées avant. Parce que dans la grande distribution, quelle est la place accordée aux PME aujourd'hui dans les rayons ? Aujourd'hui, dans un magasin, en moyenne, c'est 20% de ce qu'on appelle de marques PME, c'est 46% de marques de multinationales et 34% de marques de distributeurs. Et les marques de distributeurs sont fabriquées à quasiment 70% par nos entreprises PME et TI françaises. Donc l'idée du gouvernement, au travers de l'avancement de ces négociations, c'est de faire baisser les prix pour le consommateur. Est-ce que les PME sont prêtes à ça, à faire baisser les prix ? Alors aujourd'hui, les PME, nous, on fixe un prix de vente et on négocie un prix de vente au distributeur. Après, c'est le distributeur qui fixe son prix de vente consommateur. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, nos entreprises ont encore, je dirais de manière générale, après il y a des cas particuliers, mais globalement, ont encore besoin de répercuter leur hausse de coûts. Donc je ne vois pas de baisse massive sur nos prix de vente aux distributeurs. Après, ce sont les arbitrages que feront les distributeurs sur leur prix de vente consommateurs. L'espoir du gouvernement, et je dirais la volonté du gouvernement, c'est de faire baisser les prix de vente, surtout des grands produits de marques multinationales. Après, ça va être une négociation très dure. Quand je vois qu'une grande marque internationale qui vend des boissons rouges se permet d'annoncer dans la presse qu'elle veut augmenter ses prix de 7%, ça paraît compliqué. Donc l'inflation n'est pas prête de s'arrêter, si je vous comprends bien. En tout cas, il va y avoir encore des augmentations sur vos produits.
Je pense que l'inflation va ralentir et ça c'est vraiment important parce qu'on peut pas. On a eu une inflation sur les prix alimentaires de 22%, donc ça il faut que ça ralentisse. Mais on a besoin d'une inflation et d'ailleurs les salaires augmentent dans nos entreprises, donc on a besoin de répercuter et c'est le plus important, les hausses de salaire. Donc l'inflation va ralentir, mais l'inflation à 2, 3, enfin 4%. Après il faudra trouver le bon niveau et c'est aussi le rôle de la BCE, de la Banque de France de gérer ça, est aussi bonne pour nos entreprises. La déflation c'est ce qu'il y a de pire dans nos entreprises. Vous êtes à la tête de la charcuterie Prunier qu'on connaît bien en Sarthe à Conneré. Est-ce que vous, dans votre secteur, vous pouvez négocier des prix à la baisse ? Alors nous, pour l'instant, dans notre secteur, surtout en charcuterie, le porc a fortement augmenté. Alors là, on voit qu'il est en train de diminuer. Donc pour l'instant, non, on a encore besoin de maintenir nos prix. C'est la charcuterie, un secteur particulièrement touché et particulièrement, je dirais, avec des entreprises qui sont de moins en moins rentables. Donc c'est important de trouver le bon équilibre, sachant que notre intérêt n'est pas d'être trop cher. Donc on est toujours à la recherche du bon prix, mais ce bon prix est celui qui nous permet d'être rentable, donc de maintenir l'emploi et de développer l'emploi, et permet aussi à nos distributeurs d'être rentables, et puis aux consommateurs d'avoir un prix équilibré. On en est où aujourd'hui dans ces négociations ? Vous parliez d'une date limite au 15 janvier. Aujourd'hui, les discussions ont déjà commencé ? Les discussions viennent de commencer, donc on en est au tout début. On voit une très forte demande de baisse des distributeurs, mais à un moment, on trouvera tous un point d'équilibre. Merci beaucoup, Léonard Prunier. Avec grand plaisir. Allez, direction maintenant, Anthony, l'église Notre-Dame de la Couture au Mans, où un magnifique tableau du 19e siècle se refait une beauté. Chaque année, plusieurs peintures et objets d'art des églises du Mans suivent un programme de restauration financé par la ville du Mans à hauteur de 50 000 €. À la Couture, c'est une œuvre de plusieurs mètres qui est en train d'être nettoyée pour être de nouveau exposée. Reportage d'Enzo Maubert. C'est un tableau qui retrouve peu à peu sa splendeur. Entre les mains des restauratrices, cette peinture de 1826 profite pour la première fois d'un grand nettoyage. Je suis en train de retirer le vernis, les 2 couches de vernis. Le vernis original plus le vernis qui a été posé dans un second temps. L'ancien vernis laisse ainsi place aux couleurs d'origine, exemple avec ce ciel redevenu bleu. Alors là oui, c'est spectaculaire, hein. Ça c'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que dans ce cas-là, en plus là c'est sur les couleurs claires, c'est des couleurs qui sont beaucoup moins sensibles. Et puis c'est un vernis qui se nettoie particulièrement bien. Un simple nettoyage en apparence seulement. Plus de 50 heures sont nécessaires rien que pour enlever les différentes couches de vernis encrassées par le temps. Cette opération de dévernissage ou allègement des vernis, c'est une intervention où on ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est vraiment la plus délicate, il faut être très concentré à ce qu'on fait et faire pas mal de tests auparavant parce qu'une fois que le vernis est enlevé ou si on prend quelque chose de trop fort, on peut vraiment abîmer la peinture. D'autant plus que l'adoration des mages fait l'objet d'une restauration complète financée par la ville du Mans. Un vaste chantier à 15 000 €. Après le nettoyage, on va revernir le tableau donc pour apporter, le vernis a vraiment un rôle protecteur et également va permettre de saturer les couleurs et d'avoir une profondeur des couleurs. Et ensuite, on va faire quelques retouches. Il y a très peu de retouches à faire, mais on va faire quelques retouches sur différentes petites usures, notamment créées par les frottements du cadre. Et ensuite, on fait un vernis final, on le remet en cadre et ensuite on le repose. Le tableau retrouvera sa place originelle le 18 décembre. En attendant, le travail de restauration est visible par le grand public tous les lundis, jeudis et vendredis. C'est la fin de l'actu, on se retrouve dans quelques minutes après la page de pub et la météo. A tout de suite. Bonsoir. Eh bien, après une journée assez agréable, le ciel va rester plus nuageux au cours de la soirée sur l'ensemble du département de la Sarthe, avec certes des températures encore assez douces pour ce début de soirée, autour de 7 à 8 degrés. Vous allez voir qu'au cours de la nuit, elles vont vraiment faiblir. Vous verrez tout à l'heure les minimales pour ce jeudi matin. En tout cas, la perturbation revient progressivement par l'ouest et donc apporte beaucoup de grisailles, un peu de pluie, mais surtout des températures très douces. Fini les vents du nord et de la fraîcheur au lever du jour. Regardez d'ailleurs le temps de ce jeudi matin. Certes, les températures ont fraîchi en cours de nuit parce que le ciel en cours de soirée et en cours de nuit était encore assez dégagé, donc au lever du jour entre 2 et 3 degrés, sous un ciel bien nuageux, 3 degrés au Mans, mais en revanche, les vents vont s'orienter au secteur sud-ouest, ce qui fait que l'après-midi, certes la grisaille sera encore présente sur l'ensemble des départements, mais les températures remontent, elles seront bien supérieures au normal de saison, puisqu'on attend dans les maximales entre 12 et 13 degrés prévus au Mans. Pour l'évolution de votre vendredi,
Pas de changement, hein, ça reste très gris, très doux aussi, puisque les maximales oscilleront entre 11 et 13 degrés prévus au Mans. Et on devrait garder cette grisaille et cette douceur une grande partie du week-end. D'ailleurs, regardez la journée de samedi, 11 à 12 degrés, ce sont les températures maximales. En revanche, côté ciel, il faudra bien chercher pour trouver un petit coin de ciel bleu. En tout cas, ce jeudi, n'oubliez pas de fêter Clément. Et je vous le rappelle, hein, donc, après ce petit coup de froid du milieu de semaine, retour de vent de secteur sud à sud-ouest, qui apporte certes de la douceur côté température, mais aussi beaucoup de nuages. En revanche, les pluies, elles, seront vraiment très faibles et éparses, et cette douceur va persister jusqu'au week-end. Ravi de vous retrouver sur LMTV. Si vous nous rejoignez, tout de suite on fait le point sur la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Pour ce jeudi, la qualité de l'air devrait être bonne à moyenne sur la région, en lien avec l'arrivée de masses d'air océaniques en provenance de la mer du Nord. Et donc vous le voyez en Sarthe, la qualité de l'air sera moyenne. Voilà Anthony, on retrouve nos invités maintenant. Nos invités Clara Devers et Orlane Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes étudiantes toutes les deux en deuxième année d'études d'infirmière à l'Institut de formation de la Croix-Rouge du Mans. Et vous préparez un stage de fin d'année au Sénégal. Expliquez-nous le but de ce stage, en quoi ça consiste. Alors déjà, on est 3 étudiantes infirmières au sein de la Croix-Rouge. Ouais. Et on a l'opportunité avec notre école de pouvoir partir en stage international, donc c'est pas obligatoire. Et nous, on a choisi de partir du coup au Sénégal. Alors pourquoi le Sénégal ? Est-ce que ça a une appétence particulière ? Oui, alors on avait envie de partir toutes les 3 en Afrique. Et du coup, pour ma part, j'apprécie énormément le Sénégal pour sa culture, puisque je baigne dedans depuis de nombreuses années grâce à la danse africaine. Et donc j'ai proposé aux filles si elles étaient partantes pour me suivre au Sénégal. Et elles ont dit oui tout de suite. Et vous aviez, vous, pour votre part, déjà fait un précédent voyage là-bas, il me semble ? Je suis déjà partie, oui, au mois d'avril, mais pas dans le cadre de soins infirmiers. Alors qu'est-ce que vous allez faire dans le cadre de ce stage exactement ? Du coup, on sera dans l'hôpital régional de Thiès, qui est à 50 km de Dakar, plutôt côté brousse que côté mer. Et du coup, on sera dans un hôpital et on pourra découvrir différents services que nous propose cet hôpital pour découvrir tous les soins qui existent là-bas. Donc le but pour vous aussi, c'est de découvrir comment fonctionne un hôpital à l'étranger. Est-ce que vous allez être amené à faire des choses quand même concrètement pour aider dans cet hôpital ? Alors, en tant qu'étudiante infirmière ? Oui. Alors du coup, on va pratiquer les soins, accompagner des infirmiers et des médecins comme ici en France. On rapporte aussi des dons médicaux et paramédicaux qu'on a pu récupérer grâce aux pharmacies et établissements de santé de la Sarthe. Et sur notre temps plus personnel, on fera du soutien scolaire dans les écoles de la ville. Ça, c'est important, les dons que vous avez cités. Vous avez déjà commencé à les collecter ou ça en est ? Est-ce que ça marche plutôt bien ? Oui, on a déjà bien collecté. Bon, là, on est sur notre fin, parce qu'on a quand même beaucoup de dons. On a bien démarché les pharmacies, les établissements de santé. Ils sont quand même très généreux. C'est quel budget d'ailleurs qu'il vous faut pour mener à bien ce projet ? On est parti sur un budget de 2 000 € par personne. Donc on serait sur du 6 000, voire 7 000 si on veut vraiment être bien, pour nous 3. Budget qu'on n'a pas totalement atteint, il faut le dire. Mais on fait tout pour qu'on puisse atteindre le budget. Il y a une cagnotte Litchi qui a été mise en place. Oui, qui se termine le 10 décembre. Il vous manque combien là concrètement pour nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent ? Combien il vous faut encore ? Là, à l'heure actuelle, il nous manquerait 4 000 € en tout. Donc une sacrée somme quand même pour partir. Est-ce que ça remet en cause votre voyage ou non. On ira. On ira quoi qu'il se passe. Vous partez quand d'ailleurs ? On ne l'a pas dit je crois. Le 4 janvier. 4 janvier, donc ça arrive très vite. Et c'est dans un hôpital de la Croix-Rouge aussi, parce que vous êtes étudiante donc à la Croix-Rouge ici au Mans. C'est un hôpital de la Croix-Rouge dans lequel vous allez faire ce stage alors également, pas non ? tout à fait, mais en fait, quand on part comme ça, c'est pas notre école qui s'occupe de l'organisation, c'est à nous d'organiser notre stage. Et donc, on doit partir avec une association. Et nous, on a choisi l'association de la Croix-Rouge sénégalaise. Donc, en fait, c'est eux qui nous accueillent, c'est eux qui nous hébergent et qui nous emmènent dans notre lieu de stage qu'ils ont, eux, choisi. Donc, l'hôpital de Thiès. Donc là, ce soir, vous êtes là aussi pour lancer un appel. Comment on peut vous aider, du coup, concrètement ?
Il y a la cagnotte, il me semble. Oui, il y a la cagnotte en ligne Litchi qui est ouverte jusqu'au 10 décembre. Après, on peut aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook pour suivre nos aventures puisqu'on publiera aussi sur place. Voilà. Ouais. Après, on a TikTok, mais ça... C'est pas là qu'on a le plus de vues. Eh bien, merci à vous. Merci à vous. Puis on la voit s'afficher en bas de l'écran, la cagnotte Litchi, si vous voulez aider ces 3 étudiantes. Il n'y en avait que 2 sur le plateau ce soir, mais ces 3 étudiantes à partir au Sénégal. Merci, à vous. Merci à vous. On joue maintenant, Anthony. On joue, ouais. Comme chaque soir. Regardez, vous allez pouvoir gagner des places soit pour le MSB, soit pour le Mans FC. Regardez la question qu'on vous pose ce soir. Aujourd'hui, avec la Sarthe, en s'amusant, gagnez un livre Terre de Sarthe et 2 invitations pour un match du Mans FC en répondant à la question suivante. Voici 4 patronymes sartois. Lequel n'a pas été champion du monde? Rocher, Pichon, Morancet ou Rousseau? Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Et pour le jeu de mardi, il y avait un petit piège puisque tous les sites proposés étaient bien dans les Alpes mancelles. Il y aura donc un tirage au sort entre toutes les réponses pour désigner le gagnant. On vous souhaite donc bonne chance. Un mot peut-être sur notre invité de jeudi, Anthony? Oui, c'est Flavien Rousseau, délégué de l'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie, qu'on va recevoir donc jeudi pour parler du salon Studirama et de la semaine de l'industrie. Voilà. On peut déjà lui poser nos questions sur le WhatsApp. Au 0670 672 792. Et puis c'est Amanda Scott qu'on va voir tout exactement, à l'heure. Comme tous les mercredis dans l'infiltré du dimanche et qui fait le tour donc, des différentes animations qui ont marqué cette fin de week-end. Et vous retrouverez notamment, je sais que vous l'attendez, un épisode spécial sur les portes ouvertes qui se sont déroulées ici à LMTV Sarthe. Merci à vous de nous avoir suivis. À 20h, on fait du sport. On peut le préciser sport quand même puisqu'on a... On a fait ton sport, merci vous. J'avais complètement oublié, Anthony. Voilà pour le programme de la soirée. Bonne soirée à vous et à jeudi.